Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue aussi à nos deux ergonomes ici présents au Ribet, au Mans, au siège de Santé au Travail 72. Bienvenue pour ce premier webinaire organisé dans le cadre de la journée Présence, la prévention en action. Donc Présence, c'est la Fédération nationale des services de santé au travail interentreprises en France. Avant de poursuivre, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Vous, adhérents, participants qui êtes à distance. Donc, si vous pouvez juste me dire un petit OK dans la partie chat, ça permettrait donc de continuer. On me dit que oui, tout fonctionne, c'est parfait. Vous le savez tous, contexte sanitaire particulier oblige. Cette journée qui était initialement prévue en avril a été entièrement dématérialisée sous la forme de webinaire. Donc, le thème de cette année, Covid-19 et retour d'expérience, continuons la prévention. Vous le savez, donc cette situation sanitaire depuis le début de l'année a obligé les entreprises à revoir leur mode de fonctionnement et de production dans le respect des mesures d'hygiène et de préservation de la santé des salariés. Le premier webinaire de la journée concerne le télétravail et est animé par deux ergonomes de Santé au Travail 72, Catherine Châtelet et Martin Petitjean, à qui je laisserai la parole juste après. En fin de matinée, à 11 h, vous pourrez assister au deuxième webinaire de ST72 qui a pour thème la démarche à suivre en cas de suspicion de cas Covid en entreprise, qui sera animé par une technicienne hygiène sécurité et un médecin du travail. Pour les webinaires de l'après-midi, la Fédération régionale Présence, à laquelle Santé au Travail appartient, vous propose une série de 4 webinaires et je vous détaillerai à l'issue de ce webinaire le programme et le lien pour vous inscrire, car il est toujours temps de vous inscrire. Quelques informations pour le déroulé donc de ce webinaire. Donc, chez vous, adhérents, participants, votre micro est coupé, ce qui permet à nos deux ergonomes, nos deux préventeurs de pouvoir animer le webinaire. Cette présentation va durer entre 30 à 45 minutes. Il vous est possible de poser vos questions dans la partie chat de l'outil, donc sur le bouton converser, comme on a pu faire à l'instant pour tester les micros. Les questions sont recueillies donc par un modérateur et seront ensuite retranscrites oralement à nos deux ergonomes à l'issue de la présentation durant ce temps de questions-réponses. Enfin, sachez que ce webinaire est enregistré, ce qui vous permettra de le revoir en replay et pourquoi pas le transférer, le transmettre à d'autres collègues qui seraient également intéressés par ce thème qui est le télétravail. Tout est dit de mon côté. Je vous retrouve donc à l'issue de ce webinaire pour la session des questions-réponses. Je laisse maintenant la parole à Catherine Châtelet et à Martin Petitjean du télétravail improvisé au télétravail anticipé. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour à tous. J'espère qu'on me voit bien. Bienvenue et merci pour vos inscriptions. Alors, juste pour info, ne vous inquiétez pas, nous allons fermer la caméra juste le temps de la présentation et nous la rallumerons ensuite pour les questions. Vous aurez un temps de questions qui vous permettra de nous poser tous les éléments, les questionnements que vous souhaitez. Pardon. Donc, tout d'abord, alors pourquoi ce webinaire aujourd'hui? Parce qu'avec la crise sanitaire que nous connaissons, le sujet du télétravail est arrivé vraiment au devant de la scène et dans toutes les actualités. Alors, avec le confinement, certains ont découvert le télétravail et l'organisation a été improvisé, réalisé dans l'urgence, alors que d'autres ont poursuivi de façon plus intensive ce qu'ils faisaient auparavant. Le télétravail a donc amené de nombreux questionnements et nous nous proposons aujourd'hui de vous apporter quelques conseils de prévention qui s'adressent vraiment à tous les collaborateurs pour que l'organisation du télétravail se déroule au mieux. Alors, nous avons choisi de dérouler ce webinaire en 5 points.
Le premier point, nous rappellerons la définition du télétravail. Le deuxième point, nous évoquerons le télétravail improvisé. Le troisième point sera consacré à, on va dire, l'environnement et l'aménagement du poste de travail. Le quatrième point, nous ferons un focus sur la construction et l'organisation du télétravail. Et pour conclure, nous balayerons les points importants à retenir. Alors, tout d'abord, il est important quand même qu'on définisse le télétravail pour savoir de quoi on parle. Et comme il existe un cadre législatif, un cadre réglementaire concernant le télétravail, eh ben, le Code du travail définit le télétravail comme étant toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Alors ici, ce qui est important, c'est qu'on insiste vraiment sur 3 points. C'est alors déjà sur le propos hors des locaux, qui ne veut pas forcément dire à domicile. Par exemple, le télétravail, il peut très bien être effectué dans un espace de coworking ou encore dans des locaux que l'entreprise loue au sein d'un tiers-lieu. Par ailleurs, la mise en place du télétravail, elle impose le volontariat, c'est le deuxième point, de l'employé comme de l'employeur. Et enfin, dernier point, c'est un mode d'organisation qui implique l'utilisation des TIC, donc de la technologie de l'information et de la communication. Donc, concernant le cadre réglementaire, vous pourrez retrouver les articles de loi qui concernent le télétravail directement sur le site Légifrance. Donc, vous aurez accès au support de présentation par la suite et vous pourrez accéder donc à tous les hyperliens du support. Alors, on commence aujourd'hui à avoir quand même assez de recul sur le télétravail. Et donc, des différents retours d'expérience des entreprises, on peut recenser des avantages et inconvénients que le télétravail peut apporter, que ce soit aux salariés comme à l'entreprise. Alors, on insistera ici sur le fait que cette liste, déjà, elle est non exhaustive, et que s'il y a bien une idée à retenir de cette slide, c'est que ce qui est perçu comme étant un avantage pour certains, ça peut être perçu comme étant un inconvénient pour d'autres et inversement. Donc, concernant les avantages, parmi les nombreux avantages qu'on peut recenser, le premier, qui revient souvent, c'est la suppression des temps de trajet. Et c'est en effet un gain de temps et de fatigue pour le salarié. On supprime le stress dû aux embouteillages, dû au trajet de manière générale, et on supprime également le risque d'accident de trajet. Ensuite, beaucoup estiment que le télétravail facilite leur concentration. Alors, en télétravail, on a généralement moins de sollicitations, on va dire, extérieures, et on est généralement dans un environnement plus calme. Mais comme on vient de l'évoquer, ça ne va pas forcément être vrai pour tout le monde. Certains vont avoir, par exemple, plus de mal à se concentrer, notamment si le télétravail s'effectue dans un environnement familial. Le télétravail, ça va permettre une facilité d'accessibilité au travail. On pense de prime abord aux personnes à mobilité réduite, mais pas que. De manière générale, ça peut permettre l'accessibilité à des postes auxquels on n'aurait pas pu accéder en présentiel, par exemple du fait de l'éloignement des locaux de l'entreprise, par exemple. Le fait de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle est également souvent cité, évoqué. Par exemple, certaines choses de la vie de tous les jours vont pouvoir être facilitées du fait de la présence à domicile, comme la réception de colis, l'accueil d'un technicien, par exemple. Ça va permettre également un maintien de l'activité, on l'a vu récemment avec le confinement. Et voilà, et la mise en place du télétravail a récemment été assouplie d'un point de vue législatif, notamment depuis 2017, avec les ordonnances Macron. Alors, concernant les inconvénients maintenant, le point qui arrive en tête dans les inconvénients, c'est bien l'isolement. L'isolement, pourquoi? Parce qu'on a une perte de lien social. On peut également avoir une perte du sentiment, on va dire, d'appartenance à l'entreprise, du fait de cet éloignement physique. Et on peut également avoir un sentiment d'éloignement des prises de décision de l'entreprise.
Et sachez aussi que l'isolement peut favoriser les conduites addictives. Au niveau du deuxième point, les communications qui peuvent être rendues difficiles entre collaborateurs, du fait qu'on est entièrement dépendant des technologies de communication. L'absence alors de contact physique peut engendrer, on va dire, une perception et un vécu du dialogue différent. On ne communique pas de la même façon par mail que de vive voix. Le troisième point, qui concerne la nécessité d'être autonome, c'est vrai que le télétravail, chez soi, demande une certaine discipline et une organisation propre, et on peut vite être perturbé par des événements quotidiens de son environnement. Pour la perte du lien collectif et collaboratif, dans une organisation, sur un même site, il existe, vous le savez, des liens fonctionnels qui permettent à l'organisation, finalement, de bien fonctionner. Mais à distance, ces liens fonctionnels peuvent être mis à mal s'ils reposent, on va dire en grande partie, sur des échanges directs et ou informels. Et ces liens informels, on en sous-estime souvent l'importance. Concernant l'hyperconnexion, avec les outils de travail chez soi en libre service, on peut être tenté de travailler hors des horaires de travail fixés par l'entreprise. Et puis pour finir, au niveau des contraintes posturales, chez soi, on n'a pas forcément la même installation adaptée au travail sur écran qu'au bureau, avec un écran, un siège adapté, et l'on peut se retrouver à adopter des postures contraignantes pour le cervical, le dos, les épaules, les poignets, du fait de son installation non optimale. Voilà en ce qui concerne les inconvénients, mais rappelez-vous surtout que nous vivons tous le télétravail différemment. Alors, si le télétravail se fonde sur le volontariat de l'employé et de l'employeur, comme on a pu le voir juste avant avec la définition du Code du travail, ce Code du travail, il prévoit que le télétravail peut quand même être imposé dans des circonstances exceptionnelles, comme ça a été le cas pendant le confinement. Et on fera donc la différence entre le télétravail imposé, donc qui souvent n'est pas anticipé, et sans encadrement organisé, sans construction préalable, et qui peut être d'une temporalité inconnue. Et le télétravail anticipé. Voilà, on fera le distinguo entre les deux. Donc, quand on s'intéresse à l'évolution du télétravail par rapport à la période confinement, on remarque qu'avant le confinement, c'est 7% des travailleurs qui pratiquaient le télétravail, dont 3% de manière régulière. Pendant le confinement, ce chiffre passe à 39%. 39% des travailleurs sont passés en télétravail. Et il est intéressant de noter que plus de la moitié d'entre eux n'avaient jamais pratiqué le télétravail. Et suite à cette période, 73% d'entre eux souhaitaient poursuivre une activité de télétravail. Alors, on remarque donc un certain engouement pour ce mode d'organisation, quand bien même il a été forcé. Et alors, entre cet engouement et l'évolution exponentielle des technologies d'information et de communication, on peut se poser la question, est-ce qu'on va vers une généralisation du télétravail ou non? Mais quels que soient les avantages qu'on a pu citer précédemment, le télétravail n'est pas sans risque. Et pour éviter ces risques, entre autres, il y a le risque TMS, le risque des troubles musculo-squelettiques, les risques psychosociaux. Sachez que malheureusement, il n'y a pas d'aménagement type, qu'il soit organisationnel ou technique, qui conviendrait à toutes les situations, car vraiment chaque activité, chaque situation de travail est unique, et c'est pourquoi nous ne pouvons vous apporter que des points de repère. Le premier point que l'on va évoquer concerne l'environnement du poste de travail. Et là, il s'agit dans un premier temps de bien choisir sa pièce quand on le peut.
Il faut de préférence choisir un endroit calme, dépourvu de bruit, et finalement, on va rechercher un certain isolement phonique qui est une condition favorable pour la concentration. Cet environnement, de préférence, il faut qu'il soit tempéré. Alors, au niveau des températures, c'est entre 20 et 22 degrés qui sont recommandés pour le travail sur écran et ventilé si possible de telle façon à permettre le renouvellement de l'air. Il doit être éclairé naturellement également, car l'éclairage naturel permet d'avoir, par temps clair, un niveau d'éclairement suffisant pour le travail sur écran. Et si l'on ne peut pas avoir un niveau d'éclairement suffisant, sachez qu'il ne faut pas hésiter à rajouter un éclairage artificiel. L'idée étant de pouvoir lire confortablement des documents papier. C'est un point de repère qu'on peut vous donner par rapport au niveau d'éclairement. Par rapport à l'éclairage également, il faut éviter la présence de reflets, d'éblouissement face à l'écran. Et pour ce faire, la solution, c'est de placer votre écran perpendiculaire à la fenêtre. Et pour finir, recherchez finalement à configurer votre aménagement à l'identique qu'au bureau, si vous y êtes bien installé. Alors maintenant qu'on a vu comment choisir son environnement de travail, on va s'atteler plus à l'aménagement du poste en lui-même. Donc pour commencer, retenez bien ici que l'on dispose tous de caractéristiques individuelles différentes, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tous la même taille, on n'a pas tous la même morphologie, etc. Et donc, un aménagement ne peut pas être standardisé. Voilà, c'est la première chose à retenir. Alors, un premier conseil qu'on pourra vous donner, c'est de trouver la bonne adéquation entre la hauteur de votre assise et la hauteur du plan de travail. Alors, l'idée ici, c'est que vos avant-bras doivent reposer sur le plan de travail et vos coudes doivent former un angle de 90 à 135 degrés. Mais comme point de repère, retenez simplement que vos coudes doivent légèrement être au-dessus du plan de travail lorsque vous êtes installé. Alors, si on regarde maintenant un peu plus en détail les caractéristiques de votre assise, on peut vous donner les quelques points de repère suivants. Donc, premièrement, il est important que votre dos repose contre votre dossier. Et pour ce faire, vous devez pouvoir vous asseoir au fond de votre siège. L'idée étant de conserver au mieux les courbures naturelles de votre dos et d'éviter d'avoir le dos rond. Dans l'idéal, ce qui serait bien, c'est que votre siège puisse permettre des réglages de l'assise en profondeur et qu'il soit pourvu d'un soutien lombaire. Mais si ce n'est pas le cas, rien ne vous empêche d'utiliser, vous, des stratégies, des idées que vous pourriez avoir pour répondre à ces points de repère, comme par exemple rouler une serviette et glisser là entre votre dos et le dossier pour servir de soutien lombaire. Ensuite, pour éviter d'adopter une mauvaise posture, vos pieds doivent être en appui sur une surface. Donc, si votre mobilier ne permet pas cet appui, munissez-vous d'un repose-pied réglable de préférence. J'insiste sur le mot réglable. Et encore une fois, à défaut, n'hésitez pas à être inventif. Une pile de livres ou une boîte, ça peut faire l'affaire pour rehausser vos pieds. Un dernier point important qui concerne votre assise, vos cuisses ne doivent jamais être comprimées. Comme point de repère, vous devez pouvoir en fait passer 2 doigts entre le bord de votre siège et le pli de vos genoux. Voilà. Alors, on va en profiter aussi ici pour vous dire de faire très attention avec les produits dits ergonomiques. Alors, le terme ergonomique, il est souvent employé par les fabricants comme argument de vente, comme argument marketing. Vous l'avez sûrement vu dans des magazines, sur des sites internet, ce mot-là apparaît très régulièrement. Mais quand vous achetez un fauteuil donc dit ergonomique ou une souris ergonomique, un clavier ergonomique, etc., ça ne veut pas forcément dire que ce produit sera adapté à l'utilisateur et qui correspondra à l'activité de cet utilisateur. Concernant l'écran, sachez que finalement, comme
comme point de repère, la ligne horizontale de votre regard doit s'aligner avec le haut de l'écran. Alors, pour ce faire, c'est vrai qu'en télétravail, on a plus souvent à disposition des ordinateurs portables. Donc, il est nécessaire de rehausser votre PC portable à l'aide de livres en dessous, comme vous le voyez sur le schéma en haut à droite. Et dans ce cas-là, vous avez l'obligation de rajouter un clavier déporté. Vous pouvez également utiliser un écran additionnel qui, si possible, lui aussi sera réglable en hauteur. Une autre stratégie quand on est à la maison, c'est également, ça peut être de brancher son ordinateur sur la télévision si on en a la possibilité. L'écran de télévision étant largement plus grand que les écrans disponibles. Par contre, un point vraiment important, si vous portez des verres progressifs, n'hésitez pas à abaisser votre écran pour éviter toute extension vers l'arrière au niveau de vos cervicales. Le deuxième point concerne la distance œil-écran. Cette distance, elle doit au moins correspondre à la longueur du bras et permettre le confort visuel. Cette distance, elle est propre à chacun et par conséquent modulable. Pour le troisième point, qui est de régler les paramètres d'affichage, vous avez comme paramètre d'affichage au niveau de votre écran la luminosité et le contraste. Ces paramètres-là sont à régler en fonction de l'environnement et de votre confort visuel. Sachez que ce ne sont pas forcément les paramètres d'usine qui sont adaptés. Il faut vraiment les régler à vos yeux. Vous pouvez également régler la taille et la police des caractères. Et puis, sachez que une fois que vous avez réglé le matin les paramètres d'affichage, luminosité et contraste, la luminosité de votre environnement pouvant varier au cours de la journée, il peut être nécessaire de modifier ces réglages au cours de la journée. Concernant les périphériques, maintenant, finalement, chaque personne, vous le voyez dans le petit schéma à droite, possède sa propre zone de confort et qui est définie de la sorte. Imaginez que vous mettez vos coudes contre le corps, on avance légèrement les bras de 10 cm, puis on balaye horizontalement les avant-bras. Cette zone, c'est la zone verte que vous voyez sur le petit schéma, et il est important que les périphériques, alors ça va être le clavier, la souris, soient dans cette zone verte, c'est-à-dire cette zone de confort. Concernant les périphériques additionnels qui sont recommandés, on a déjà parlé du clavier. Sachez qu'au niveau du clavier, il faut que les ergots, vous savez, les petites pattes qui se trouvent en dessous de votre clavier, soient repliées de façon à permettre la position neutre de vos poignets. Les poignets seront donc à plat dans le prolongement de vos avant-bras. Et il est important également de limiter les appuis des poignets directement sur la table lors de la frappe, pour éviter tout point de compression au niveau des poignets. Concernant l'utilisation des tapis de souris avec repose-poignet, il n'y a pas de consensus quant à leur utilisation. Si le repose-poignet, en effet, permet de limiter au niveau du poignet grâce au gel, vous voyez la petite boule arrondie sur la photo, il force également à effectuer des déplacements de la main, principalement en déviation, et du coup crée des contraintes. Et aussi, ce qui détermine, enfin ce tapis finalement va déterminer le positionnement de la souris. Et si ce tapis est trop loin, et du coup ça peut provoquer une extension au niveau de votre épaule. Le dernier périphérique dont on voulait vous parler, c'est le casque qui, quant à lui, sera à préconiser dans le cas où l'activité nécessite de nombreux appels téléphoniques et il permettra de faire disparaître finalement le blocage du combiné téléphonique entre l'oreille et l'épaule.
En conclusion, par rapport à tous ces conseils que nous venons de vous apporter concernant l'aménagement du poste, on ne trouvera pas la posture idéale, car la posture idéale, rappelez-vous, elle est idéale qu'à partir du moment où l'on peut en changer. Mais on essaiera de se rapprocher, on va dire, de la posture de moindre inconfort. Alors, on a vu que la posture parfaite n'existait pas, comme vient de le dire Catherine. Et de la même façon, aucune posture n'est bonne lorsqu'elle est prolongée. Il faut bien comprendre que le corps humain, à la base, on va dire, il n'est pas conçu pour rester 8 heures par jour devant un écran à un poste de travail. Et on le constate, le travail se sédentarise de plus en plus, vous le savez. Donc, pour pallier à cela, ce qu'on peut vous conseiller de faire, c'est d'essayer de varier les postures au cours de votre journée de travail. Essayez de conserver aussi un certain dynamisme, une certaine mobilité. Et vous pouvez également pratiquer des étirements. Mais attention quand même sur ce point, les étirements, au même titre que les échauffements avant prise de poste, comme c'est pratiqué comme dans beaucoup d'entreprises, ne permettent pas de s'affranchir d'une vraie méthode de prévention. Ce n'est pas une solution miracle. Voilà. Donc, un autre conseil qu'on peut vous donner justement pour varier ces postures et conserver, comme on l'a dit, un certain dynamisme, c'est d'organiser votre journée de travail de façon à ce que les tâches que vous réalisez au cours de votre journée de travail nécessitent des variations de posture. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous pouvez vous imposer de répondre à vos appels téléphoniques en position debout, par exemple, en marchant un petit peu, etc. Donc, n'hésitez pas à être inventif. Tout à l'heure, on parlait de stratégie pour l'aménagement du poste de travail si vous n'êtes pas équipé des bons outils, on va dire, du bon matériel. Soyez inventif aussi à ce niveau-là. Alors, on vient d'aborder l'environnement de travail, l'aménagement du poste, mais l'organisation, l'encadrement et un accompagnement adapté pour le télétravail constituent vraiment le pilier de ce que sera un télétravail vraiment viable, et je dirais même viable sur le long terme. Donc, vous l'avez compris, le télétravail, ça se construit, et ça se construit collectivement et en plusieurs étapes. Alors, la première étape, ça va consister à cadrer ce mode d'organisation. Le but ici, c'est de comprendre l'activité de travail du ou des futurs télétravailleurs pour orienter au mieux la construction du télétravail et aller vers la meilleure adaptation possible. Alors, l'activité de télétravail ne concerne pas que le télétravailleur, mais vous convenez bien que ça va également avoir un impact sur le reste de l'entreprise et sur l'activité des autres collaborateurs. C'est pourquoi il est important, en plus de recenser les attentes du ou des futurs télétravailleurs, de questionner aussi les autres acteurs sur leurs attentes et leur vision des choses. Pensez d'ailleurs dès le début de la démarche, de la construction du télétravail, à mobiliser ces acteurs, donc autant les IRP que les encadrants, que le reste de l'équipe qui, eux, ne sont pas nécessairement en télétravail. Donc, suite à ce cadrage, il va falloir le formaliser, c'est-à-dire acter l'orientation en quelque sorte, et ça passera par la rédaction des différentes modalités via un accord collectif ou une charte. Il va ensuite falloir expérimenter ce télétravail. À ce stade-là, la construction, elle n'est pas définitive. On va accompagner le télétravailleur dans leur pratique, le ou les télétravailleurs, et on va les évaluer et faire le bilan avec eux pour ensuite procéder à des ajustements en fonction du résultat de ces bilans et des retours des différents acteurs aussi. Donc, certes, le télétravail s'inscrit dans un cadre, mais s'il y a une chose à retenir, c'est que ce cadre il doit être modulable. Le télétravail, en fait, ça suit une démarche itérative, si vous voulez, et ça doit résulter vraiment de la discussion permanente entre l'entreprise et les télétravailleurs. Donc, si vous voulez, une boucle doit vraiment se créer entre ce qu'on a illustré ici avec les points 3 et 4, c'est-à-dire que, je vous parlais de démarche itérative, le télétravail, ça s'ajuste en permanence en fait.
Le télétravail, en fait, ça fait partie du domaine du sur-mesure. Donc, la formalisation que vient d'évoquer Martin passe forcément par la mise en place d'une charte ou d'un accord collectif qui, selon la loi, va devoir comprendre les 5 points que vous voyez s'afficher sur votre écran. Le premier point concerne les conditions de passage en télétravail et de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail. Alors, ce paragraphe concerne plus particulièrement le profil du télétravailleur. Ça va être, par exemple, son type de contrat, CDD, CDI, son ancienneté au poste, éventuellement son taux d'activité, est-ce qu'il est en temps partiel ou non. Et puis, il peut être important aussi également de définir, on va dire, une durée de période d'adaptation. Cette durée de période d'adaptation, elle permettra aussi bien aux télétravailleurs qu'à l'employeur de décider de poursuivre ou d'achever cette mise en télétravail. Concernant les conditions de retour à une exécution du contrat de travail, sachez que le télétravailleur est prioritaire pour occuper ou reprendre un poste qui correspond à ses qualifications et ses compétences. Il peut être aussi important de définir les raisons pour lesquelles l'employeur peut demander aux télétravailleurs de revenir travailler dans les locaux. Le deuxième point, concernant les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail, là, il s'agira plus de définir le nombre d'heures par jour ou par semaine, ainsi que les durées, on va dire, minimales de repos et les temps de pause. De plus, on peut également évoquer la façon dont le télétravailleur va rendre compte de sa durée de travail. Le quatrième point, au niveau des modalités d'accès aux travailleurs handicapés et au télétravail, là, il faut vraiment se poser la question de l'adaptation de l'organisation et des moyens techniques qui seront mis à disposition du travailleur handicapé, ce qui peut passer par une adaptation de la charge de travail, des tâches à effectuer, également un aménagement de poste en fonction du handicap. Et le dernier point, qui définit, où devront être définis les plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail. Le télétravailleur, finalement, chez lui, il peut organiser assez librement son activité, mais il est important de définir en amont les plages horaires auxquelles le salarié est joignable et par quels moyens de communication. Donc, on vient de l'évoquer, le télétravail, ça se construit et ça s'adapte, et ça a un impact sur l'ensemble de l'organisation de l'entreprise. Et ça ne concerne pas uniquement le télétravailleur. Alors, l'ANACT nous explique, et à juste titre, que le télétravail, ça s'organise, ça s'anime et ça s'apprend. Alors, ce qui va être important, c'est de considérer l'activité de télétravail comme une entité, on va dire, plus large que celle du télétravailleur uniquement. Ça rejoint l'idée de ce qu'on a évoqué juste avant. Et notamment, on portera une attention toute particulière sur ce trinôme que vous voyez à l'écran, le télétravailleur, l'encadrant ou les encadrants, et le reste de l'équipe. Donc, voici quelques conseils qu'on peut vous donner pour chacune de ces entités. Donc, pour le télétravailleur, ça va être de garder le contact avec l'équipe. Mais alors, on va voir que ce conseil s'applique bien évidemment aussi aux autres entités. On a évoqué tout à l'heure que l'organisation du télétravail, ça résultait d'une discussion permanente entre les différents acteurs de l'entreprise. Donc, ça concerne aussi l'encadrant et le reste de l'équipe. Pour le télétravailleur, il est important d'anticiper et de pouvoir planifier son travail, ses tâches, son activité.
Important aussi de ne pas négliger les pauses, parce que quand on est télétravailleur, on est forcément dans un environnement personnel et on a tendance à zapper en fait, les pauses. Donc, pensez quand même à prendre des pauses. Et dernier point, conserver une dynamique de mise au travail. C'est-à-dire que quand vous allez au travail en présentiel, donc dans votre entreprise, il y a tout un processus qui se crée, qui vous fait faire une bascule mentale en fait, de mise au travail. Typiquement, vous prenez votre douche, vous mettez vos chaussures, vous sortez, vous prenez votre voiture, vous arrivez au travail et vous êtes en condition pour être au travail. Quand on est en télétravail, vous convenez bien qu'on reste dans son environnement personnel et on peut avoir tendance à ne pas avoir une réelle dynamique de mise au travail. Donc, conserver une dynamique de mise au travail, ça va par exemple passer par voilà, habillez-vous, ça peut paraître ridicule, mais habillez-vous correctement et comme si vous alliez au travail, ne serait-ce que ça. Pour l'encadrant, donc le leitmotiv de l'importance de la communication dont je viens de vous parler, soutenir et contacter régulièrement les télétravailleurs, très très important. Adapter les objectifs et la charge de travail, mais ça doit être construit, ça doit être anticipé dans le cadrage aussi, d'où l'importance de l'expérimentation et du réajustement. Et définissez des temps d'échange, qu'ils soient individuels ou collectifs. Ne perdez pas le lien entre le reste de l'équipe et le télétravailleur. Mettez-les ayez des temps d'échange collectifs avec le télétravailleur et le reste de l'équipe, par exemple. Et donc, pour le reste de l'équipe, encore une fois, vous l'avez compris maintenant, gardez le contact avec le télétravailleur. Un autre conseil qu'on peut donner aussi au reste de l'équipe, c'est permettre l'échange d'informations nécessaires à la réalisation de l'activité. Alors, ça peut passer par la numérisation de process de travail, encore une fois, qui seront définis dans le cadrage. Mais c'est très important de s'assurer que le télétravailleur puisse réaliser son activité comme il le fait dans l'entreprise. Donc voilà, ce webinaire va bientôt toucher à sa fin. Donc ce qu'on vous propose ici, c'est sous forme de listing voilà, les quelques points à retenir. Donc voilà, on a évoqué que le télétravail se construisait collectivement. C'est vraiment le b.a.-ba de l'organisation de télétravail. Mettez à disposition le matériel adéquat. Listez les besoins en amont si besoin lors du cadrage. Assurez-vous aussi de l'utilisation des outils assurez-vous que l'utilisation des outils informatiques soit maîtrisée, parce que comme l'avait évoqué Catherine tout à l'heure, le télétravail forcément nécessite continuellement les technologies d'information et de communication. Donc voilà, peut-être que vous aurez besoin d'accompagner le télétravailleur, mais aussi le service informatique via des formations, par exemple, et pensez aussi à mettre des outils de partage adéquats. Et voilà, et on l'a évoqué juste avant, permettez aux salariés en télétravail d'avoir accès aux mêmes informations que dans l'entreprise. Et communiquer aussi sur les règles d'installation et d'ergonomie au poste. Vous trouverez énormément de documents concernant ce point-là. Alors, que ce soit nous, ST72 en interne, on a des guides à ce propos, ou alors d'autres entités comme l'INRS ou l'ANAC qui fournissent de très bons supports concernant l'ergonomie au poste de travail sur écran de visualisation. Ensuite, il faut vraiment veiller à maintenir du lien au sein de vos équipes. Sachez que l'organisation du télétravail, pour qu'elle soit réussie, elle passe vraiment par une communication accentuée. Alors, on ne dit pas exagérée, mais accentuée entre les différents acteurs de l'entreprise. Il faudra aussi définir les modes, les règles et les limites d'usage des moyens de communication, comme par exemple inciter les gens à reformuler les différentes communications. Ça peut être également limiter le temps des réunions et ça peut être également limiter le nombre de mails. Enfin, c'est différentes règles, mais qui doivent être construites collectivement. Le troisième point, ce sera de veiller au respect des horaires de télétravail,
des plannings, des disponibilités, informer les collègues de sa disponibilité via des définitions de statut, est-ce qu'on est libre, est-ce qu'on est occupé, et surtout veiller au maintien des temps familiaux, des temps de pause et des temps de repas, conciliation, vie-travail, vie hors travail. Et il faudra également définir au sein de l'entreprise les modalités d'application du droit à la déconnexion et veiller à leur respect. Concernant le télétravail, on vous propose un accompagnement que l'on a mis en place depuis quelques mois. Nous avons lancé l'action suivante qui est une action de visio-conseil. Cette action consiste finalement à apporter des conseils sur l'aménagement du poste de travail chez le salarié. Elle se déroule en visio, via l'application Teams. Alors, pourquoi on a choisi cette application? Parce qu'elle permet une confidentialité des données. Et attention, alors ce ne sera pas une étude ergonomique à proprement parler, mais nous essaierons d'apporter des conseils de premier niveau, adaptés en fonction du salarié, de son environnement que l'on pourra avoir et du matériel qu'il utilise. Il y a des prérequis pour s'inscrire. Bien sûr, il faut que le salarié soit volontaire. Donc, vous nous enverrez la liste des salariés qui souhaitent bénéficier de ces conseils. Il nous faudra les horaires auxquels ils sont joignables et leurs coordonnées. Et autre point important, il faut que le salarié soit équipé d'un smartphone muni d'une caméra ainsi que de l'application Teams. Ce qui nous permettra, grâce à lui et en partenariat avec lui, qu'il nous finalement montre tout son environnement de travail. On vous a mis le lien pour vous inscrire pour cette action. Et puis voilà, n'hésitez pas à le faire. Donc, vous retrouvez ce lien sur notre site internet. Vous voyez dans l'icône Covid dossier spécial, vous allez en haut, visio conseil télétravail, gérer au mieux la situation, et vous avez notre adresse en bas de cette page. Voilà, donc si vous souhaitez aller un peu plus loin sur le sujet du télétravail, alors nous, on dispose en interne de plaquettes et de guides pour vous aiguiller un petit peu. Donc voici l'illustration. Vous retrouverez ces 3 guides sur notre site internet, ils sont téléchargeables. Donc voilà, concernant nos outils en interne. Après, vous avez d'autres documentations qui sont très intéressantes, notamment de l'INRS et de l'ANACT, et notamment un kit de l'ANACT qui permet de vous aiguiller un petit peu sur la construction justement du télétravail, que le télétravail soit déjà mis en place dans votre entreprise, c'est-à-dire pour l'adapter, revoir peut-être un petit peu son organisation, ou pour le construire de zéro, si j'ose dire. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez accès au PowerPoint sous forme de PDF suite à ce webinaire. Donc, vous aurez toutes les sources. Voilà, on vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Et rappelez-vous, lors de votre inscription, on vous avait demandé de répondre à un petit sondage. Donc voilà, on estime que ça peut vous intéresser de voir ces résultats. Donc on vous avait posé la question, pratiquez-vous actuellement le télétravail? Donc on voit qu'il y a quand même une bonne majorité, 62%, qui ponctuellement, moins de 3 jours par semaine, pratiquent le télétravail. Et que globalement, 87% d'entre vous comptent prolonger la pratique du télétravail. Donc, pour information, il y avait 58 répondants. Est-ce que son organisation vous satisfait? On voit que une grande majorité d'entre vous, 67%, sont satisfaits, mais partiellement. Alors, on espère que les conseils qu'on vous a donnés dans ce webinaire vous permettront d'apporter des améliorations pour que cette organisation vous satisfasse au mieux. Et auriez-vous besoin de conseils, en particulier de santé au travail?
oui à 56%. Donc là, pour des conseils, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin du travail et de son équipe afin qu'il nous fasse suivre vos demandes particulières. Voilà, merci à nouveau pour votre présence. Et maintenant, on va passer à une petite phase de questions. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, allez-y dans le chat. Gaëtan va nous sélectionner des questions et nous, on va y répondre si vous en avez. Tac. Hop. Donc, je reprends rapidement la parole en attendant les premières questions qui vont arriver donc dans la partie conversée de l'outil Zoom. Je vais juste profiter de cette petite pause pour vous présenter les webinaires de l'après-midi. Donc, je veux bien que Martin, tu passes sur la slide suivante. Voilà. Webinaire, tout d'abord à 11h, donc dans 3 quarts d'heure, webinaire ST72, donc suspicion d'un cas Covid en entreprise, quelle est la conduite à tenir. Webinaire animé donc par une technicienne hygiène sécurité et un médecin du travail de chez ST72. Donc même format que le webinaire à l'instant. Je vous mettrai dans la barre de chat le lien pour accéder à ce webinaire-là, si vous n'êtes pas inscrit. Et l'après-midi, la Fédération régionale Présence Pays de la Loire, donc ce sont 13 services de santé au travail interentreprises, vous propose donc 4 webinaires, donc entre 14h et 17h, avec les différents thèmes qui sont affichés. Il est toujours possible de s'inscrire, vous avez le lien juste au-dessus du cadre bleu. Voilà, donc vous recevrez également les liens pour vous connecter. Ce sont des webinaires animés par des préventeurs d'autres services de santé au travail, donc de la région. Voilà pour ce qui était de la suite des événements. On va repasser au niveau des questions. Donc, certaines questions arrivent. Je vais essayer donc de vous les transmettre à l'oral. Alors, question. Pouvez-vous me confirmer qu'à l'installation au poste, on ne peut pas travailler sur une longue durée sur un PC portable? Donc, en effet, sur une longue durée, bon, le PC portable, du fait qu'il soit plus petit et qu'on soit obligé de travailler de façon très proche, on peut dire que ce n'est pas le matériel optimum pour travailler toute la journée. Et vous avez vu, là, on vous a montré des exemples de supports qui existent pour rehausser l'écran. Et de toute façon, il faudra y adjoindre un clavier supplémentaire. Ok. Autre question. Donc j'espère qu'on entend bien les préventeurs dans la visio, puisque leur micro est coupé, mais le mien est activé. Et je pense que ça va fonctionner. Donc autre question. Comment faire quand on a des managers qui n'ont pas confiance en leurs équipes, car ils ne les voient pas, et donc ont l'impression de ne pas maîtriser leur travail et doutent du travail effectué. Alors, c'est vrai que le b.a.-ba aussi du télétravail, c'est avoir confiance en ses salariés. Ça va peut-être nécessiter en effet de devoir faire confiance aux télétravailleurs, mais de toute façon, après, l'idée, c'est de faire un bilan avec eux et de voir ce qui va pas, et voilà, notamment au niveau de l'autonomie. Donc, s'il y a un conseil donné ici, c'est si vraiment vous voulez mettre en place le télétravail, commencez par bien cadrer avec le télétravailleur ou les télétravailleurs de quoi ils veulent s'agir, récolter leurs attentes, mais aussi vos attentes à vous, exprimez-leur très clairement et surtout communiquer de façon, alors je vais dire permanente, mais oui, on a vu tout à l'heure dans la présentation que la construction du télétravail, c'était vraiment sur la base de l'échange et de la communication. Donc, faites confiance à vos télétravailleurs et
et voilà, faites le point régulièrement. C'est les conseils qu'on peut donner. L'entreprise doit-elle obligatoirement rédiger un avenant au contrat de travail du salarié télétravailleur? Alors, non, plus maintenant. Fut un temps, c'était le cas. Maintenant, vous devez soit rédiger un accord collectif avec, donc, en collaboration avec le CSE, alors rédiger une charte pour, voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais dans tous les cas, si vous voulez, vous devez formaliser cette mise en télétravail. Alors, par exemple, si ça concerne un salarié, il est également possible de formaliser sous échange de mails, mais vous avez bien compris avec la présentation que ça n'aura pas, la construction ne sera pas la même. Et donc, voilà, ce qu'on conseille vraiment, c'est de partir plutôt sur un accord collectif, hein, avec les télétravailleurs, le CSE et l'ensemble. Ok, alors on me dit qu'il y a un effet Larsen. Alors moi, je vais couper mon micro. Et je vais essayer de parler plus fort pour qu'on puisse entendre aussi. Donc, quand aurons-nous accès au fichier de cette présentation dans les jours à venir, début de semaine prochaine, vous aurez la présentation en PDF. Question sur l'aménagement du temps de travail en télétravail. Existe-t-il une réglementation officielle? Car il me semble qu'il y a le télétravail reprenant les heures du présentiel et pour les encadrants des horaires souples et plus liés aux résultats. Cela amène une autre question sur les accidents du travail également. Comment cela fonctionne-t-il? Alors, concernant tout ce qui est question, on va dire, juridique, ce que nous, on peut vous conseiller de faire, parce qu'on vous rappelle quand même qu'on est préventeur, on est ergonome et on n'a pas réponse à tout. Pour le coup, concernant le temps de travail, moi, j'en ai pas la moindre idée. Donc, orientez-vous peut-être vers un juriste ou quelqu'un de spécialisé. Par contre, concernant votre question sur les accidents de travail, eh ben, il faut savoir que ça fonctionne exactement de la même façon qu'en entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un accident de travail survient sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, c'est présumé accident de travail. Donc en télétravail ou pas, donc à domicile ou non. Okay. Autre remarque, il semblerait que le webinaire, donc comment aménager votre poste de travail, donc animé par Présence et la Loire cet après-midi, est à 17h et non à 16h. Et effectivement, c'est à 17h et non à 16h. Les deux derniers webinaires ont été inversés. Donc, c'est santé psychologique à 16h et télétravail à 17h. Autre question, l'employeur a-t-il l'obligation de fournir du matériel aux salariés, type chaise de bureau, en télétravail? Alors, bon, au niveau des textes de loi, il est écrit que l'employeur doit fournir les moyens pour la réalisation de l'activité. Sauf que dans la définition des moyens, rien n'est clair. Bon, il est d'usage que l'employeur fournisse le matériel du style ordinateur, clavier, souris, de telle façon à pouvoir réaliser l'activité. Après, sur les autres moyens, rien n'est spécifié, à part dans les cas spéciaux de travailleurs handicapés, où là, il y a vraiment une obligation de fournir tout le matériel, entre autres le siège, s'il y a besoin, en fonction du handicap. Alors, une question qui était un peu du même style, mais je viens d'y répondre. Le salarié peut-il exiger un fauteuil de la part de la société, car il ne peut pas l'acheter? Donc, ça rejoint oui, ce que tu viens de dire, Catherine. Hein. C'est vrai que, alors, si on regarde le texte de loi que tout le monde connaît sur la prévention, l'article L4221-1 du Code du travail, en effet, l'employeur, il est soumis à une obligation de moyens pour protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Donc, comme l'a dit Catherine, il n'y a pas de texte clair sur le fait que l'employeur est obligé de fournir, par exemple, un siège dit ergonomique, c'est marrant, on en parlait tout à l'heure, mais un siège adapté à ses salariés, mais après, il va d'usage de quand même fournir le bon matériel à ses salariés pour qu'ils puissent réaliser leur activité dans de bonnes conditions, quoi. Très bien.
Alors, il est 10h24. Pour certains, c'est l'heure de la pause. Justement, qu'entendez-vous par temps de pause hors repas? Sous quelle forme et combien de temps y a-t-il une réglementation concernant cela? Alors, il n'y a pas vraiment de réglementation par rapport au temps de pause, mais d'une façon générale, le travail sur écran, bon, au niveau des risques, c'est vrai qu'on n'a pas, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a la fatigue visuelle. Sachez que déjà, il est recommandé de faire des micro-pauses, hein, c'est-à-dire, on ne dit pas il faut s'arrêter une demi-heure, non. C'est vraiment des micro-pauses qui permettent aussi de reposer le regard. Comment on va le faire? C'est en regardant au loin, c'est en quittant de temps en temps son écran des yeux. Voilà, les micro-pauses, bon, ça peut être aussi 10 minutes toutes les 2 heures par rapport à, on va dire, la fatigue visuelle. Hein. Mais... Oui, c'est totalement d'accord avec ça. C'est... non. Oui, je voulais rebondir là-dessus. Typiquement, il faut bien avoir conscience que quand on travaille sur écran, notre œil il travaille toujours à une même focale. On travaille toujours à la même distance entre l'œil et l'écran. Et c'est pour ça que, comme l'a dit Catherine, c'est très important de pouvoir changer de focale. En fait, c'est comme si on faisait un étirement de nos muscles, dans la mesure où nos yeux sont composés aussi de muscles hein, pour justement faire la focale. Donc, n'hésitez pas assez ponctuellement, on va dire, à fixer un point à au moins 5-6 mètres de votre écran et à essayer de le détailler de manière à faire une sorte d'étirement en fait, oculaire. Quoi. Ok. Deux dernières questions. Doit-on prendre en charge un ratio de la facture Internet? Alors, ça rejoint, encore un petit peu, ça rejoint ce qu'on avait évoqué là avec l'exemple du siège de travail à fournir ou non. Il est admis, encore une fois, mais il n'y a pas de texte clair là-dessus, mais il est quand même admis que l'employeur est tenu de prendre en charge une partie des frais, des charges fixes et variables du télétravailleur hein, dû à son activité de travail. Alors, je vous ai dit, c'est un peu flou. Vous pouvez regarder typiquement sur le site de l'URSSAF, ils vous donneront des exemples de calcul de rétribution, entre guillemets, pour le télétravailleur. Mais juridiquement parlant, il n'y a pas vraiment de texte qui vous oblige à indemniser. Voilà. Mais dans la majorité des cas, ça se fait et c'est admis de le faire. Hein. Autre question, peut-on visiter le lieu du salarié pour voir s'il a bien un poste pour exécuter le télétravail? Ouais. Alors, il y a eu un accord national interprofessionnel en 2015, je crois. Oui, 2015. En 2015, et de mémoire, c'est l'article 8 qui stipule que, avec l'accord du salarié, et très important, avec l'accord du salarié, le CSE peut intervenir au domicile du salarié, mais j'insiste sur le fait qu'avec l'accord préalable du salarié. Voilà. Et je rajouterais en plus que si voilà, vous n'avez pas l'accord de votre salarié pour visiter l'environnement de travail, vous pouvez lui demander une déclaration sur l'honneur. Oui, typiquement, alors je ne sais pas si vous le savez, mais au moins l'information sera dite. Vous devez vous assurer de la conformité des lieux du télétravailleur, typiquement l'installation électrique. Et comme l'a dit Catherine, pour s'assurer de la conformité de l'installation électrique, soit vous demandez à votre salarié de faire une déclaration sur l'honneur, ou vous pouvez demander l'intervention d'un technicien spécialisé, mais avec l'accord du salarié. Vous ne pouvez pas imposer la venue d'un technicien chez le salarié. Voilà. Mais en effet, ça peut être une solution de faire une attestation sur l'honneur. Eh bien, justement, c'était la question suivante. Doit-on demander une attestation de conformité d'électricité de la part du salarié? Voilà. Donc, la réponse est oui. Voilà. Alors, 10h30.
pas plus de questions. Nous avons répondu à toutes les questions qui ont été posées par écrit. On attend encore quelques secondes. Pour rappel, donc, vous recevrez dans les jours à venir la version PDF de ce webinaire. Il vous sera aussi possible de le revoir en replay dans quelques jours sur notre site internet. Vous pourrez aussi transférer donc, le lien et le support à d'autres collègues ou proches qui sont intéressés par ce sujet-là. Voilà. Et n'hésitez pas, sachez que votre équipe pluridisciplinaire est toujours à votre disposition pour répondre à vos questions en santé-travail. Voilà, pas d'autres questions. Je remercie l'ensemble des participants. Vous avez été à peu près une trentaine à nous suivre ce jeudi matin. Donc, merci à vous. Merci aussi à Catherine et à Martin. Merci à toi. Merci à vous. Et merci à vous pour votre Pour qui participation. c'était leur premier webinaire. Donc, on peut les applaudir. Voilà, donc ça s'est très bien passé de notre côté. J'espère que la retransmission chez vous était optimale. Donc, voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous envoie d'ici quelques secondes dans la barre de chat le lien pour le deuxième webinaire. Donc, ne quittez pas encore la réunion. Et puis, les autres webinaires, c'est cet après-midi, organisés par Présence. Merci à vous tous. Merci. Au revoir. Bonne journée.